Festival Atmosphère, du cinéma pour rêver le 21e siècle. Projection, débat, animation et expérience digitale, parrainé par Michel Spiro et Pierre Richard, du 9 au 14 octobre 2018. Nicolas Hulot, qui représentait pas mal, qu'on a vu beaucoup dans le film, et puis il l'a bien exprimé en plus quand il est parti, en disant c'est le ministre de l'économie qui décide, quel que soit ce qu'on fait ou ce qu'on décide, de toute façon c'est le ministre de l'économie et des finances qui décide, qui passe derrière. Je crois que le message du film final, c'est que c'est le citoyen en fait qui va changer les choses. Tout le monde le dit. Vous savez, Ban Ki-moon, quand il nous a reçus avec Raoni, et l'échange qu'on a eu avec lui, c'est vraiment de nous dire, grosso modo, on est impuissants, nous, alors poussez, continuez à crier, parce que sans vous, on n'y arrivera pas. C'est Ban Ki-moon qui nous dit ça en tête à tête. Oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir si on est tous réveillés, mais qu'on n'a plus d'Amazonie, par exemple, de forêt amazonienne? C'est pour ça qu'il faut se réveiller maintenant. Ça fait un bout de temps. Et je crois que pas mal d'entre vous êtes réveillés, si j'ose dire. Ernst, une réaction à ce film? Ernst tenait absolument à voir le film. Oui, bien sûr, j'en avais vu juste des extraits en présence de Gerd il y a quelque temps. Et maintenant, c'est l'intégrale et de savoir à quel point cette histoire est en train de continuer dans une manière extrêmement critique. Ça augmente encore la dimension de ce film. Mais il y a deux ou trois choses absolument puissantes qui sont présentées, qui sont dites ici. Par exemple, Paul Watson qui dit il faut redonner à la terre sa sacralité, ce respect fondamental. C'est grâce à ce respect que ces populations indigènes, ces peuples premiers avaient réussi à s'associer à la forêt pour y vivre, pour y développer leur culture. Si nous, on arrive à renouer avec ça et on porte les arbres en nous depuis 200 000 ans, depuis 1 million d'années, on a vécu avec les arbres. Depuis toujours, avec le feu, il y a 50 ans qu'on a juste abandonné. Et c'est ça qui parle en nous. Et c'est grâce à cette reconnexion, à cette nouvelle alliance, je pense qu'on va pouvoir avancer. Mais très concrètement, il y a une chose très simple à faire. Demandons-nous chaque fois d'où viennent les choses. D'où viennent les choses qu'on achète, qu'on demande, qu'on emprunte, qu'on reçoit. D'où viennent les choses? Une fois qu'on aura posé cette question, tout deviendra clair. J'en suis persuadé. Et je dirais qu'une fois qu'on sait d'où viennent les choses, il faut pas l'accepter. Il ne faut pas se dire c'est une fatalité. Parce que moi je pensais là, quand tu disais ça, je pensais aussi les gens se sentent cernés de toutes parts. Par exemple, quand ils achètent un jouet pour leur gamin, ils savent qu'il y a de la manutention, je ne sais pas dans quel pays, et que c'est atroce. Donc il y a un moment où je pense que les gens saturent et se disent bon, de toute façon, c'est pas moi qui vais pouvoir changer, c'est faux en fait. À son échelle, chacun a une puissance quand même très importante. Et c'est ça que j'ai appris moi des peuples autochtones, parce que je les ai vus, goûter, donc séparément. Et ils se rejoignent de temps en temps là, pour ces mobilisations. Et j'ai vu la puissance qu'ils ont quand ils sont ensemble, l'énergie qui circule entre eux. C'est pas une énergie du désespoir, et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai vu cette femme aussi qui a ce témoignage absolument effroyable. Et malgré tout, elle est encore dans l'amour. Quand elle parle des Américains, elle dit « mes frères américains », je voudrais m'adresser à eux. Donc, ce sont des gens qui imposent un respect immense et qui, pour moi, sont une source d'inspiration aussi pour nous tous. On peut encore, vous voyez, ils sont encore prêts à nous offrir ça, après tout le mal qu'on leur a fait, qu'on continue à leur faire avec notre mode de consommation. Et je pense qu'ils nous interrogent au niveau international de tout ce qui se passe. Bon, c'est un symbole en fait ce film, parce que l'Afrique actuellement est en train de piller, et continue à être pillée. On a dit que la France-Afrique avait disparu, elle a pris d'autres formes. C'est parce que cette forme de colonialisme, c'est aussi ça aussi qui m'ont appris beaucoup, c'est qu'il faut qu'on arrive à décoloniser les esprits. C'est ce que me disent mes frères autochtones. C'est-à-dire quand on réfléchit, c'est aussi la base de mon engagement de vraiment travailler contre ça, c'est-à-dire cette décolonisation des esprits. On est tous décolonisés quelque part. On est en train de le découvrir petit à petit, parce que c'est pour ça que eux, quand ils nous disent « mais nous, c'est vous ». C'est ça, en fait. Et quand on le comprend, on a fait déjà un grand pas, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai failli réagir quand vous disiez les indigènes et nous, mais c'est nous. L'humanité, c'est nous. Tous ensemble, avec chacun, notre particularité,
des degrés d'évolution, enfin des façons d'avoir évolué différentes. Hein. Et il n'y en a pas, c'est pas forcément ceux qu'on croit qui ont le mieux évolué ou le plus évolué. C'est nous. Et je voudrais revenir sur cette notion d'écocide, écologie, économie, écocide. La racine c'est oikos, qui veut dire la maison. C'est-à-dire que c'est chez nous, c'est notre maison. En fait, nous tuons notre maison. Écologie, c'est connaître son domicile, son foyer. Économie, c'est gérer son foyer, gérer ses ressources. Écocide, c'est tuer notre maison, tout simplement. On l'oublie quelquefois. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, poser une question, réagir? Nous avons un micro pour vous. Nous avons un monsieur charmant là, qui nous regarde et qui attend. Voilà, il se précipite. Déjà, je tenais à remercier Gert pour son merveilleux film qui est... On se connaît, Robin. Oui. Robin, il a une... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé au film, évidemment. Des gens qui suivent Planète Amazon, etc., qui ont accepté de travailler gratuitement, de faire le motion design, c'est-à-dire de l'art graphique, de faire tout. Et Robin a fait un dessin qu'il a découvert dans le film, d'ailleurs, animé. Avec plaisir. Oui, je pensais à rebondir justement sur ce qui vient d'être dit. Et comme quoi, des fois, même les appellations des industriels sont extrêmement trompeuses. Par exemple, si on va dans un supermarché acheter de la viande, du bétail, ils vont mettre origine France, mais ils ne vont jamais spécifier d'où provient la nourriture du bétail, qui très souvent va être du soja qui provient justement d'Amazonie. Donc on imagine faire un geste, on achète local, alors qu'au final, ce n'est pas du tout le cas, quoi. On achète quelque chose qui vient d'Amazonie. Donc des fois, même le consommateur, il va penser bien faire, il va être trompé par les industriels, et ça, c'est vraiment un drame également. C'est comme l'huile de palme, qui s'appelle l'huile végétale, et encore une quinzaine d'autres dénominations pour tromper le consommateur. Et ça devient... Il faut un lexique, en fait, sur l'huile de palme, ça tu dois être au courant aussi, où il y a au moins une quinzaine de dénominations différentes pour tromper le consommateur. Cette question de la viande, elle est primordiale. Il y a un moment où, en effet... ça s'est su que ce bétail en Amazonie, que cette viande en tout cas arrive en Europe. Donc ils ont trouvé d'autres moyens, en effet, ça arrive peut-être plus directement en Europe, cette viande-là, elle arrive dans d'autres continents, mais ils ont trouvé le moyen de quand même, le soja arrive quand même en Europe. Et en effet, comme Robin le dit tout à fait clairement, comme il est dit dans le film, eh bien si, quand on mange de la viande 100% labellisée France, la plupart du temps, on mange de la déforestation. Est-ce que le film va sortir en salle? Alors, ça, c'est un film difficile à placer dans un parcours de distribution, mais on est en discussion là, enfin en tout cas je rencontre 2 distributeurs dans les temps prochains, et on espère bien qu'il va y avoir en effet qui va circuler. Il a été fait aussi, il y a une version anglaise et une version brésilienne. Je pense que ça va être plus difficile de le montrer au Brésil maintenant à cause du contexte politique. Parce qu'évidemment, si Bolsonaro, donc le candidat d'extrême droite, arrive au pouvoir, il y a de très fortes chances qu'il y arrive. Ça va être un petit peu... Enfin, les Brésiliens ne vont pas trop apprécier que je leur remonte ces histoires de l'époque de Dilma et de Lula. Bon, mais en tout cas, il y a une version brésilienne qui existe aussi, parce que j'aimerais beaucoup que les Brésiliens le voient. Il y a vraiment un problème, j'ai pu constater ça, il y a un problème encore aujourd'hui, ils n'arrivent pas, les Brésiliens, les citoyens, à se connecter avec les indigènes. C'est très dérangeant, en fait. Quand on marche avec le chef Raoni au Brésil et qu'on voit les gens dans la rue, comment ils font comme s'ils n'existaient pas. Ici, il est accueilli comme un chef d'État, pratiquement, et là-bas, et pourtant, ils savent bien qui il est. Je crois qu'on en avait déjà parlé, on va... Vous intervenez comme vous voulez. Hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé il y a 3 ans, Gert, mais rappelez-nous comment vous en êtes venu à vous passionner jusqu'à aller à faire un film. Je sais que ça n'a pas été simple de faire le film, je me souviens
Votre chemin Oui. difficile? Oui, bon, en même temps, le film, il s'est imposé à lui-même. C'est ça qui est extraordinaire avec ce film, c'est-à-dire, en plus, j'ai une chance, franchement, pour faire ce film extraordinaire. Il y avait le Rio plus 20 qui était donc après Rio, donc 20 ans. C'était une sorte de bilan, et puis la COP 21 qui se préparait. Donc je me suis dit, ça y est, il y a un film à faire autour de ça. Et ça s'est fait comme ça. Mais Ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire Rio plus 20 et la COP 21 vous ont amené à Raoni et à Belomonte? non, pas du tout. Non, je parle pour le film. Quant à Raoni, je l'ai rencontré quand il est venu la première fois avec Sting, en fait. Je trouve que j'étais fortement passionné par les Indiens et fortement passionné par la musique de Sting aussi. Donc j'ai rencontré Sting comme un jeune homme de 17 ans peut... voilà, moi il m'a reçu il a dû me trouver sympa ou rigolo, je ne sais pas, il m'a reçu un quart d'heure dans son hôtel et je lui ai dit que je voudrais contribuer aussi à faire connaître, parce que dans ses chansons il parlait des causes et tout. Et il venait juste de rencontrer Raoni, pour moi il y avait deux choses qui se rejoignaient, donc quand il est arrivé avec Raoni quelques mois plus tard, j'étais déjà engagé, je faisais des choses pour conscientiser les jeunes de mon âge à l'époque. Voilà. Donc le film est vraiment l'aboutissement d'un long chemin de vie. Oui. D'ailleurs, je remémore ça dans le film aussi, parce que ça a été très important, cette tournée avec Sting et Raoni. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'on va fêter les 30 ans l'année prochaine. Enfin, fêter. C'est pas vraiment le mot, puisque... Bon, Célébrer. Célébrer. Marquer, disons quoi. Oui, marquer. Ernst, après le film sur les forêts, Le temps des forêts que vous avez vu tout à l'heure et qui était très très fort, hein, celui-là c'est le degré d'après, parce que même si on aime beaucoup les arbres, là c'est la vie humaine. Oui, ça C'est un touche jeu, mais c'est la même chose, hein, l'attaque est la même, le danger est le même. C'est la même attitude, c'est la même démarche, le même phénomène. Juste pour relever quelque chose de très positif qui a été formulé dans le film, c'est cet engagement de ces peuples premiers, de ces peuples indigènes, de se lancer, s'engager dans le reboisement, redonner vie à cette Amazonie qui est en train d'être saccagée. Et là, il y a une réflexion intéressante qui a lieu pour donner un très grand statut à cette activité de reboisement. Comme ça se fait actuellement, je l'ai aussi vu au Brésil, j'ai aussi voyagé là-bas. C'est un travail très dur et très répétitif, c'est pas du tout intéressant. Il y a des pays où c'est très bien payé, ailleurs c'est très mal payé, mais les gens le font. On pourrait, parce que le reboisement, ça sera vraiment le travail de régénération de la terre. Il y a le Bonn Challenge, le challenge de Bonn, Allemagne, juste en prévision, quelques années avant la COP 21, a réuni 47 gouvernements qui ont déterminé une surface énorme de 350 millions d'hectares. Bon, c'est un chiffre qui est difficile à se représenter, mais c'est énorme, c'est 10 fois ce que la Chine a déjà reboisé, comme étant prioritaire, comme étant inclus dans cet accord. Mais reboiser comme ça, c'est pas intéressant. Et c'est même à la limite pas intéressant du point de vue du devenir de ces forêts, parce qu'elles ont besoin d'être entretenues ensuite, et gérées et mises en valeur. Et l'idée ici, c'est d'en faire quelque chose, une ouverture aussi par rapport aux migrants climatiques qui vont venir. Alors on a quelque chose qui s'annonce de manière extrêmement forte d'Afrique et d'ailleurs. Comment résoudre socialement ce problème de la migration climatique, en plus de la migration politique? Eh bien, proposons un métier du futur, les médecins de la Terre. C'est une formation professionnelle pour ceux qui s'engagent dans le reboisement, offert à tous, aux migrants climatiques, aux jeunes des banlieues, etc. Tous ceux qui veulent renouer avec la nature peuvent faire une formation en même temps qu'ils reboisent. C'est donc le système dual, on le pratique en Suisse. C'est une des recettes du fonctionnement d'un pays qui va bien. Malgré tous ses défauts, il y a maintenant une grande affaire en discussion. Au niveau professionnel, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai aussi passé par là, en plus d'une formation académique. Vous êtes apprenti, ensuite vous apprenez votre métier en étant 3 jours sur le terrain ou dans l'entreprise. Là, c'est une entreprise de reboisement. Et vous êtes 2 jours en formation professionnelle. Vous apprenez les branches de base, les langues, les mathématiques, etc. Vous apprenez les branches du cœur du métier, biologie de l'arbre, biologie des sols, pédologie, climatologie,
gestion de pépinière, comptabilité de pépinière, éléments de recherche, gestion des peuplements jeunes en train de grandir, principe de l'agroforesterie, principe de la permaculture, tout ça vous l'apprenez en 3 ou 4 ans, en plus de ce que vous faites sur le terrain. Vous êtes bien payé pour votre travail pratique, ce que reçoivent tous les apprentis, sont relativement autonomes financièrement, ils sont bien payés, et en plus ils apprennent leur métier. Après ces 3 ou 4 ans, tous ces gens qui peu à peu seront entrés dans le métier de reboiseur, de cultivateur et cultivatrice d'arbres, sortent avec un bagage professionnel, avec un diplôme professionnel. Et l'expérience, c'est qu'une fois qu'on a un diplôme professionnel dans un métier donné, on est ouvert à tous les métiers. On sait faire professionnellement les choses correctement. Donc vous n'êtes pas condamné à faire des reboisements toute votre vie. Vous avez appris un métier. Voilà une esquisse du futur. Et ça existe, oui, mais ça existe en Suisse déjà ou c'est un projet C'est extrêmement chaud comme type. Une fondation en Suisse est très intéressée, liée à ces énormes efforts de reboisement au niveau européen qui vont se faire ailleurs aussi. Et là, cette idée est en train de s'élaborer. Et en France, et en France, et en France? Alors là, on pourrait le faire partout, naturellement, parce que comment gérer de manière naturelle un jeune peuplement, naturellement, on ne va plus jamais, j'espère, reboiser en mode spécifique, on va reboiser en mélange, naturellement, comme la nature le veut. Mais ça s'apprend. C'est ces principes de l'écologie naturelle de la forêt. Non, je trouve ça d'autant plus intéressant et puis complètement en phase avec ce que veulent lancer maintenant, puisqu'elle existe, les membres de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Donc, en 2 mots quand même, parce qu'il faut que je fasse une petite mise à jour pour les gens, pour leur expliquer ce qui s'est passé après le film. Donc ils se sont réunis à Brasilia, 200 leaders indigènes du monde entier, plus leurs alliés. Et ils ont donc fait cette déclaration dont j'ai parlé avant la projection, déclaration des gardiens, de l'Alliance des gardiens et enfants de la Terre-Mère. Parce qu'ils ont voulu être plus inclusifs, donc les enfants, c'est nous tous aussi. Et donc cette déclaration, c'est 18 propositions, mais c'est pas des bonnes intentions, c'est de la base de projets concrets. Et donc là, par exemple, il a été décidé dernièrement que, ça se rejoint justement avec ce que tu dis, avec cette préoccupation, c'est qu'on allait se concentrer sur la proposition 11, qui est donc de trouver un moyen de sanctuariser, c'est eux qui le veulent, sanctuariser les forêts qui sont dans les zones justement autochtones, mais avec aussi cette intention de reforester, d'avoir un plan actif, comme il expliquait aussi dans le film, de reforestation. Alors, ces initiatives qui se rejoignent, l'Alliance, elle est faite pour ça, c'est pour qu'il y ait un dialogue qui s'ouvre. Donc moi, ce que je dis ici devant tout le monde, c'est que c'est très intéressant et qu'il faudrait qu'on dialogue de ça avec les membres de l'Alliance, parce que c'est des choses qu'on peut construire ensemble, quoi. Là, par exemple, pour ce projet, qui ne sera pas juste un projet au Brésil, on va aller au Kenya en janvier, parce que c'est peu connu, mais il y a aussi de la forêt là-bas. Il y a une forêt qui est considérée comme sacrée par les Maasai. Et il se passe des choses épouvantables. Très détruites. Et par exemple, la leader Maasai que tu as vue d'ailleurs, Magdalene Kaité, elle explique que son peuple n'a pas eu d'eau les 2 dernières années. Il a plu une fois en 2 ans, donc le bétail est mort. Donc évidemment, pour eux, c'est crucial. C'est-à-dire que là, par exemple, on va aller faire une mission où, avec un drone, ils vont aller sonder la terre pour voir s'il y a de l'eau dans les barrages, mais surtout, l'ambition, c'est de faire un plan de reforestation. Et le fait qu'elle soit connectée avec les Amazoniens, qu'elle soit connectée avec les Indonésiens, et qu'elle soit connectée avec des gens comme toi ou d'autres qu'on peut rencontrer, c'est là qu'on va construire ça. On se donne à peu près 1 an pour essayer de construire quelque chose de sérieux. Donc voilà. Du point de vue culturel, ça sera très intéressant parce que là, on aura besoin sur place des gens qui connaissent les plantes, la nature, les arbres. Et ici, ça sera l'occasion des peuples autochtones vraiment de s'impliquer pour y apporter leur richesse. Merci madame, excusez-moi Ernst. Je tiens à saluer madame Charlotte Rampling, cette splendeur, excusez-moi, mais je suis une fan depuis très longtemps. Et qui en plus, comme vous voyez, c'est là aussi le cœur de s'intéresser aux choses profondes. Donc cette richesse culturelle, ce savoir traditionnel qui est chaque fois différent localement, au Kenya autrement qu'en Amazonie et qu'au Guatemala, c'est que les derniers porteurs de ce savoir s'impliquent et viennent enseigner
dans ce métier de médecin de la terre. J'aime bien le titre aussi, médecin de la terre. C'est très beau, oui. Il y a gardien, médecin, absolument. Tu connais aussi Land Healers, tu les connais ou pas? Ça serait la même notion. Tu vois. Donc tous ces gens vont se rencontrer, puis on se rencontre déjà, mais on va s'y mettre, quoi. C'est ça qui est intéressant avec l'Alliance, c'est ce champ qui s'est ouvert. Pendant les années, j'étais avec Chef Raoni, puis maintenant je suis avec une Maasai, une Maori, une Ashaninka, etc. Pas d'aborigène d'Australie? Pas encore, mais ça va venir. Ça a été difficile. Alors, c'est intéressant d'en parler parce que... Ils sont très avancés, d'ailleurs. Très avancés, mais aussi très martyrisés. Oui. Ça a été... On a vraiment fait le maximum pour essayer d'avoir un leader ou une leader aborigène. Finalement, la seule dame qui pouvait se déplacer était pratiquement en chaise roulante, donc on a préféré pas lui imposer 30 heures de voyage, etc. Mais c'est pas facile, hein, là-bas. Il y a une notion qui me tient à cœur aussi, c'est de ne pas oublier que nous aussi, nous avons nos peuples premiers. Nous sommes en fait tous sortis d'une certaine région d'Europe ou d'ailleurs. Et là aussi, c'est un patrimoine qu'il faut continuer de cultiver. Moi, je suis très à l'aise de le faire ici en Gaule en tant qu'Helvète. C'est des peuples celtes. On a des racines celtiques qui ont été latinisées, mais la latinisation a pas mal effacé de choses. Et il y a des richesses qui se sont maintenues, surtout dans les savoirs traditionnels, forestiers, locaux. Et là, on a des choses intéressantes à échanger. On n'est pas seulement vide par rapport à des peuples autochtones amazoniens qui sauraient tout. On sait pas mal de choses aussi. Des fois, c'est parti un peu dans l'inconscient. Mais on a beaucoup de savoir à échanger. Oui, moi, ce que je vois, c'est que la conscience est en train de vraiment, enfin la prise de conscience est en train de vraiment se répandre et j'ai l'impression que les populations, la grande partie des populations est en train de, pas loin de la bascule, de basculer, d'en avoir mais par-dessus la tête et de dire non. Mais en face, on a la logique de l'argent, la logique de la marchandisation et ça fait... pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais c'est tellement ancré, et c'est tellement ancré dans le pouvoir et dans la politique, que même notre bonne conscience, même nos actes merveilleux, locaux, le partage, regardez la bonne volonté des gens, les populations sont pleines de bonne volonté. C'est pas suffisant, c'est pas nous qui décidons les choses importantes. C'est ça le problème. Le micro. Oui, bonjour. Je voulais vous demander si vous comptiez parler du projet Montagne d'Or, qui est un projet français en Guyane de carrière d'or, qui va déforester, je crois, un bon nombre d'hectares de forêt primaire. Et il y a des peuples qui font des vidéos, qui essayent de parler de ça pour montrer que ça va être un projet qui va avoir un gros impact environnemental sur la forêt, et c'est un projet français. Donc en Guyane française, qui est limitrophe avec le Brésil, au nord, entre le Brésil et le Suriname. Et... pour des mines d'or. C'est ça. C'est l'une des plus grandes mines d'or, je sais pas si c'est du monde ou d'Europe, mais ça va être un projet colossal. Et c'est nous qui organisons ça en fait. Oui, ben, vous en avez parlé, c'est très bien. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Nous, Planète Amazon fait partie du collectif Hors de Question, donc on est dans cette histoire. Okay. On accompagne depuis le début. Bien sûr que c'est tout à fait en rapport. Je ne sais pas si les gens ont suivi ça, mais c'est quand même quelque chose qui était brûlant au moment où Nicolas Hulot est parti. Moi, les nouvelles que j'en ai, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais les militants sont plutôt optimistes en disant qu'il y a eu quand même, parce que la pression a été très très forte là, quand même tout le monde s'y est mis. Il y a une enquête qui vient d'être faite par un média qui a été enquêté du côté de la Guinée, je crois. Norgold a aussi ouvert une autre mine là-bas pour aller voir, puisqu'ils font des mines durables, des conditions respectueuses. On va un peu enquêter. Bon, évidemment, c'est la catastrophe. Et l'enquête est en train de sortir là en ce moment, où elle va être publiée très prochainement. Bien sûr que ça se rejoint, et je dirais même plus que c'est d'autant plus dramatique et incohérent de la part des autorités françaises de recevoir Raoni ou d'autres comme des leaders autochtones, parce que c'est en tant que tels qu'ils les reçoivent, et refuser de reconnaître
les autochtones de Guyane comme des autochtones. Non, parce que la France est une et indivisible, donc on ne veut pas voilà, d'ailleurs, on continue même à les placer dans des écoles pour qu'ils perdent leur culture, etc. Nos ancêtres, les Gaulois. Oui. Quand même, Vous avez vu le film Zoo humain, ou je crois que c'est à peu près ça, qui est passé sur Arte récemment? C'était abominable, où on montrait tous ces donc, indigènes qui ont été exhibés dans les zoos, le jardin d'acclimatation. Certains sont morts de froid ou de maladie, etc. Finalement, on ne veut pas tourner cette page-là. Je suis désolé, mais... Et donc il y a la jeunesse autochtone de Guyane, qui a un mouvement très actif, dont les leaders viennent souvent ici. Évidemment, on travaille avec eux, enfin on porte leur voix, ça se rejoint. Bah, c'est bien d'en avoir parlé. Je voulais vous remercier tous d'ailleurs de rester pour dialoguer. Oui, en plus il est tard. Le film était très long, mais... Merci, au revoir à vous, merci d'être resté. Merci beaucoup. Merci. Le film était très long, mais on en parlait avec Pierre Richard tout à l'heure. Les amis qui doivent partir. Salut. Et Gert nous répondait, oui, mais il y a des choses qui sont tellement importantes qu'il faut absolument qu'elles soient dites et qu'elles soient montrées. Oui. Hein, parce qu'on parlait c'est un problème, la longueur du film, la longueur d'un film, quel qu'il soit. Oui, mais tout le monde l'a dit dès le début, c'est oula. Mais c'est ce film-là que je voulais faire, et je pense que l'engrenage met un certain temps en fait pour le montrer. Il faut ce temps-là. Je promets que le prochain sera plus court. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, merci beaucoup. Merci à tous les deux de vos présentations et des films que vous nous permettez de voir. Je voulais juste évoquer le projet de forêt sur la plaine de Pierre-Lay-Bessancourt. Ça se passe dans le Val d'Oise, c'est à 20 km d'ici. Alors c'est tout à fait petit par rapport à l'Amazonie, bien évidemment. C'est peut-être la part du colibri, comme on peut dire. Mais c'est en fait une plaine maraîchère qui va être transformée en forêt. Alors, je regarde mon portable pour avoir des chiffres. C'est 1350 hectares, 1 million d'arbres plantés. Ça se passe sur 7 communes. Et la plantation, en fait, va commencer d'ici 2020. Donc, on aura peut-être l'occasion de voir une forêt grandir, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est pour ça que je voulais en parler, enfin à ma connaissance en tout cas. Donc quand on dit ce qu'on peut faire, voilà, ça se passe à côté de chez nous. On peut peut-être pas faire une forêt à Courbevoie, mais on peut peut-être planter un peu plus d'arbres ou moins en couper. En tout cas, voilà, à 20 km d'ici, dans le Val d'Oise, une forêt est en train de naître. Alors c'est très intéressant. Ernst va pouvoir réagir parce que c'est tout à fait le sujet de ce film, Le temps des forêts, qui a été projeté à Belgance tout à l'heure. Est-ce que c'est une forêt ou est-ce que c'est une plantation industrielle? Je crois que c'est comme ça que c'était défini dans le film. De quelle forêt est-ce qu'on parle? D'ailleurs là c'est un peu un problème. Sous forêt vous avez les deux encore. On n'a pas encore la terminologie tout à fait. Du moment qu'il y a des arbres, on dit que c'est une forêt, mais... Et c'est pas suffisant. Si c'est tout de la même espèce, c'est même un problème pour tous les arbres. J'ai pas tout ce détail, évidemment, oui. Mais ça se présente plus comme une forêt où les personnes pourront en profiter, ça sera aménagé. Il devrait y avoir plusieurs espèces, certainement. Donc ça ne devrait pas être forcément une plantation comme ça serait vous nous l'avez présenté, mais voilà, écoutez, je vous laisse... Alors, ça sera une forêt dans laquelle on pourra prendre des bains de forêt, comme les Japonais l'ont déjà découvert et sont en train de pratiquer. Les forêts naturelles en équilibre ont vraiment un effet bénéfique sur la santé. L'air est ionisé différemment, l'atmosphère est différente, il y a des substances volatiles qui sont très bénéfiques. Et ce qui est bien dans les forêts, c'est qu'on y va pour se taire. En général, on parle et on s'oublie soi-même. Donc, on se retrouve en forêt parce qu'on se tait en forêt. Et c'est une belle dimension. À distinguer des plantations industrielles qui sont monocultures, donc en général des sapins, des Douglas ou autres Normann qui poussent vite,
facilement et qui produisent beaucoup de matière, beaucoup de bois très rapidement. C'est calibré, c'est complètement... Et où la vie n'existe pas. Il n'y a pas d'humus. Quand c'est monoculture, ça, je vous résume très brièvement ce film qui était très très bien fait d'ailleurs. Ça ne produit pas d'humus. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. Il y a juste des arbres qui vont finir par donner des tonnes et des tonnes de bois, et puis c'est tout. C'est intéressant parce que, Ernst, tu parlais justement de la définition d'une forêt. Il est évident que pour un chef amazonien qui se balade dans une forêt de monoculture où il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'insectes et tout, c'est pas une forêt. Et alors, c'est assez drôle parce que donc, je reviens d'Équateur où j'ai rencontré pas mal de gens qui bossent sur les droits de la nature. Et à un moment, avec Minday Bastida, donc, qui est un des leaders aussi qu'on voit brièvement dans le film, du Mexique, on a rencontré quelqu'un de l'UNESCO. Et c'était une passionnée, c'était assez extraordinaire parce qu'elle nous a parlé de quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. Donc elle nous a dit, mais une forêt, c'est aussi le son de la forêt. Et ne serait-ce pas merveilleux de protéger le son de la forêt, de l'inscrire au patrimoine. Et on a trouvé ça merveilleux parce que c'est une autre manière de sauver aussi toute la biodiversité qui va avec, l'eau qui va avec, etc. Donc si on dit, mais c'est fantastique comme projet, parce qu'en effet, si on arrive à déterminer, à protéger le son de telle ou telle forêt, si on détruit donc une espèce qui est inclue dans cette harmonie, dans cette symphonie de la forêt, eh ben, on porte déjà atteinte. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce concept? Génial, merci de faire entrer cette remarque ici. Un chercheur français a montré que des sons stimulent la fabrication par les plantes de certains acides aminés, donc de certaines protéines. On a même identifié pour carrément designer les plantes dans leur croissance, ce qui peut avoir certains dangers. Mais maintenant, on sait, il y a aussi des expériences qui ont été faites par des cultivateurs d'agrumes en Floride, qui poussaient relativement mal, alors que c'était en bio, mais c'était entouré de conventionnels, donc c'était le printemps silencieux chaque année. Il a eu l'idée d'installer des haut-parleurs, et il a passé des chants d'oiseaux. Ces cultures ont été boostées par simplement les chants d'oiseaux. Donc maintenant, ces deux choses ensemble, cette découverte des protéodies, ces séquences acoustiques, associées à cette observation que déjà des chants d'oiseaux, en fait, on a des protéodies naturelles, c'est le concert de nature qui agit. Protéodie. La mélodie des protéines, hein, découverte par Joël Sternheimer, un type extraordinaire, très drôle. Pour les gens de ma génération, vous l'avez peut-être connu, il s'appelait Évariste, il avait fait un 45 tours, il a gagné plein de sous avec. C'est un physicien de génie. Et il a monté son propre laboratoire à lui grâce à ses disques. Et il a découvert ces protéodies avec lesquelles on peut mettre des sons, c'est en général sur 8 notes de musique, hein, la mélodie de la protéine, pour dire aux tomates de faire le meilleur usage possible de l'eau, comme ça on n'a pas besoin de les arroser, de garder le plus possible l'humidité, ou on active par la protéodie la protéine dans la courgette qui sait se défendre et rejeter le champignon ou la petite araignée qui vient l'attaquer. Voilà. Et ça faisait rigoler les gens il y a 15 ans, mais maintenant c'est utilisé amplement, beaucoup en agriculture. Un chercheur italien, petite histoire, je ne veux pas faire trop long, un chercheur italien, Stefano Mancuso, au laboratoire, a observé les racines, comment elles poussent. À côté, il fait couler de l'eau. Naturellement, la racine va du côté où l'eau coule, parce qu'il y a un gradient d'humidité. Il est génial, il faut l'avoir. À la place de l'eau qui coule, il a mis un haut-parleur. Il s'est rendu compte que la racine allait du côté du haut-parleur. Du son, exactement. Donc, donc c'est fréquences acoustiques. Donc, c'est vraiment réel. Oui. Pour résumer, je trouve que cette idée de cette femme de l'UNESCO est vraiment géniale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui a dit. On n'avait pas pensé, mais c'est ça, parce que la forêt, c'est aussi cette vie. Vous fermez les yeux, c'est incroyable. J'ai ramené quelques sons de forêt. D'ailleurs, il y a aussi en France des ingénieurs du son qui veulent être associés. Elle a déjà trouvé quelques personnes qui veulent être associées à ce projet pour pouvoir capter le son, etc. Parce que c'est compliqué, ceci dit. Hein, très difficile que ce soit propre. Oui, absolument. Donc ça fait partie des nouvelles pistes que je trouve fascinantes et qui vont là où la recherche est en train aussi d'avancer. J'espère que ce ne sera pas des contributions à des musées. Oui.
Oui, c'est comme les idées de réserve virtuelle aussi, ça me fait un petit peu peur, qui sont en train de naître, où on va dans des endroits, on filme en 3D, on fait des réserves virtuelles. J'ai un peu peur aussi que les gens se disent « Ah, c'est formidable ». Ça Donc, suffit, on n'a pas besoin de les garder dans la nature. Moi, je voudrais juste mettre une petite réserve par rapport à cette notion de reboisement, parce que c'est très très joli, ou reforester, c'est très très mignon. Mais une forêt primaire, c'est des dizaines et des centaines de milliers d'années, d'une biodiversité extraordinaire, et une fois que ça a été zigouillé, excusez-moi, mais enfin l'Amazonie, ça se compte en milliers d'années on ne retrouvera jamais la même chose d'ailleurs, mais pour retrouver la même richesse. Hein. Là, peut-être une bonne nouvelle. Lorsqu'on veut reconstituer une forêt, il faut savoir avec quelles essences commencer, parce qu'il y a des essences pionnières, il y a des essences qui sont de lumière, de demi-lumière, de demi-ombre, et ensuite les essences qui viennent tout à la fin. Les unes préparent le terrain aux suivantes. Et là, on sait à peu près comment, selon certaines conditions, on peut commencer à préparer la forêt pour appeler les autres à venir s'installer dessous, les graines, les animaux les amènent, ou c'est le vent. Et là, ça peut aller, on est étonné de la vitesse à laquelle la nature se reconstitue. Il y a carrément un appel pour réoccuper l'endroit par les espèces. Ça va beaucoup plus que ce qu'on... Et ensuite, il y a un effet de rayonnement. Vous avez un îlot reconstitué et il va rayonner si on lui laisse l'occasion d'avoir un impact alentour. Donc on est toujours étonné de la rapidité. on parle de forêts Si tropicales. les sols ne sont pas trop érodés. Forêt tropicale, j'ai l'expérience pour l'Afrique. Après des plantations, il y a immédiatement la végétation naturelle qui reprend, des arbres de la forêt d'origine qui sont à quelques distances. Et ça se réinstalle, ou parfois c'est maintenu dans le sol, et ça peut germer sitôt qu'il y a un peu de lumière. Au niveau végétal, je n'en doute pas, mais moi je pensais, ce que j'ai vu des forêts primaires, il y a le végétal, puis il y a aussi toute la biodiversité, c'est-à-dire cette extraordinaire richesse d'insectes, de bestioles, que moi je ne vois même pas d'ailleurs, en bonne européenne. Ça, les dindons sauvages vont revenir, les jaguars. Alors là aussi, les fourmis, boulettes, machin, etc. C'est étonnant à quelle vitesse une première libellule vient se poser sitôt que vous avez fait un petit étang dans votre jardin, même dans la plus grande des villes. On est étonné à quel point cette nature repère les endroits puis se reconnecte. L'exemple de Sébastien Salgado, qui a reboisé une très belle surface au Brésil complètement dégradée, et il a observé le retour d'animaux où on n'aurait pas imaginé qu'ils puissent retrouver cet endroit. Le jaguar, certains serpents, etc. Formidable. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je peux témoigner au nom de l'association Chendukwa. Nous travaillons avec les Indiens Kogi, particulièrement sur la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est donc dans l'extrême nord de la Colombie. La Sierra Nevada de Santa Marta, c'est un massif qui plonge de 5800 mètres directement dans la mer des Caraïbes et qui détient une grosse partie des écosystèmes mondiaux. Et sur ces montagnes vivent des peuples qui sont descendants des Terona, donc qui ont été un peu comme les Aztèques ou les Mayas, avec les mêmes ennuis d'ailleurs que tous les autres d'ailleurs. Et en fait, à leur demande, depuis 20 ans, Chendukwa rachète des terres aux paysans notamment pour pouvoir leur restituer les terres. Donc les terres sont rachetées et choisies par les chamans, donc les mamas et les sagas. Donc mamas, c'est les hommes et les Mamou. Oui, ou mama ou mamou, ça dépend, mamou ou mama, peu importe. Et les sagas qui sont les femmes chamanes. Et eux savent, donc sur un territoire qu'on rachète, il y a à peu près entre 60 et 70% de terres qui sont remises en reforestation. Et sur ces territoires, on sait déjà, puisqu'il y a maintenant 21 ans de recul, effectivement, la végétation revient, la végétation primaire revient parce que les chamans Kogi savent le faire. Et puis, pour le coup, les animaux, les autres, les insectes, tout ça se remet, et l'eau se remet à couler dans des endroits où ça avait été complètement nettoyé notamment par les cultures intensives de coca et autres choses. Donc, je voulais dire un petit mot sur Chendukwa de ce point de vue-là. Si parmi vous, je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas notre action spécialement, mais je veux dire qu'il est même, finalement, on se rejoint évidemment avec l'Alliance. Évidemment, je crois que
chacun peut apporter une part en faisant quelque chose de très concret. Je ne sais pas pour l'Alliance, en tout cas de quoi je sais. Pour l'Alliance, peut-être tu pourrais nous dire des choses, Gert, là-dessus. Qu'est-ce que chacun ici dans cette salle pourrait faire pour l'Alliance? Après, moi j'avais envie de dire une autre chose, c'est que quand on entend ma voisine est partie tout à l'heure, elle me dit moi je sais, lundi je résilie mon contrat EDF et je passe chez Enercop. Ah, c'est pas mal aussi. Il y a plusieurs dire ça. Passer à Enercop, c'est pas Ils vont mal. m'aimer, je crois. Non, mais ça a été direct. Alors elle était à peu près prête déjà, elle était un peu sur le truc, mais voilà, là elle a dit maintenant je passe. Bon, en l'occurrence tu sais de qui il s'agit, c'était Saba, donc qui est quand même plutôt engagé sur la question déjà. Et puis dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on est un peu entre nous ici, c'est-à-dire qu'on est déjà tous des gens convaincus. On est d'accord? C'est pour ça qu'on est là. Donc je crois qu'une des missions qui peuvent aider beaucoup à l'Alliance et tous ces mouvements qui sont autour, c'est que chacun en parle à des gens qui sont pas convaincus. Et qu'on amène à chaque fois, dans n'importe quelle occasion, des gens qui ne connaissent pas, qu'on en parle, parce que c'est comme ça qu'on va éveiller les consciences. Moi je fréquente des tas d'univers et les gens... ils ne savent même pas, il y a quelques années, vous leur parlez de transition. Quand tu parles de transition, tu veux dire quoi exactement? Ça, je vous dis ça il y a 4-5 ans, c'est pas vieux. Donc il y a des gens qui sont quand même complètement dans leur planète, qui n'ont aucune idée dans leur planète, mais pas la planète Terre, leur planète... mais moi j'entends encore aujourd'hui des gens qui me disent « Ah bon, alors c'est quoi le développement durable ?» Oui, c'est ça, voilà. Aujourd'hui. Donc on en entend encore. Donc c'est ces gens-là qu'il faut parler, parce que c'est formidable, on est tous convaincus ici, je pense. Mais il faut qu'on soit tous des ambassadeurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En même temps, cette notion de développement durable, c'est surtout des outils marketing, parce que maintenant, c'est économie verte ou des choses comme ça. C'est toujours, ils ont des nouveaux mots, mais... C'est pour garder ça dans le cadre de l'économie. Oui. Il faut bien que l'économie récupère quelque chose quand même. Que le monde économique récupère quelque chose. En ce moment, la menace, d'ailleurs, je voulais juste dire un mot là-dessus, parce que personne ne parle de ça, c'est les crédits carbone, en fait, qui arrivent sur les territoires indigènes et qui sont une menace terrifiante, parce que, ce sont des gens, col-cravate qui arrivent là-bas, sur place, et qui commencent à arroser les peuples indigènes avec des billets, etc., en leur disant « mais on va vous payer parce que vous êtes les gardiens de la forêt ». Et puis en fait, c'est une main basse sur le carbone qui devrait normalement appartenir qu'aux autochtones qui la protègent, en tout cas appartenir, même c'est pas une notion d'ailleurs qu'ils ont, mais c'est une manière de s'accaparer ça, et ce sont les Indiens du Nord qui nous ont alertés dans cette alliance en disant mais c'est la menace la plus grave qui arrive en ce moment, et nous on l'a éprouvé en fait, on s'est rendu compte au Brésil quand on a fait notre grande assemblée, qu'il y avait une division en fait parmi les autochtones, et ça il y a une chose que m'a appris le chef Raoni, c'est tout ce qui divise, pour lui c'est quelque chose il est ennemi de la division. Et donc là, c'est ce grand serpent, voilà, maintenant il a pris la forme de ces crédits carbone. Et ça prend des formes terrifiantes en Afrique. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une émission de radio, où ils ont fait signer à des autochtones locaux, enfin en tout cas des paysans qui étaient là, des contrats où ils récoltaient $69 par an pour replanter, mais le contrat stipulait qu'ils devaient planter pendant 100 ans, et c'était cessible à leurs descendants. C'est-à-dire, ça s'appelle l'esclavage au carbone. Ça, c'est une des formes vicieuses que prend, mais surtout, après, j'en parlais très peu dans le film, mais ça sera certainement un sujet peut-être d'un autre film, vraiment le danger de ça, parce qu'une fois que vous avez fait rentrer de l'argent dans la communauté, que vous avez divisé la communauté, vous n'avez plus qu'à ramasser les morceaux, c'est déjà en miettes, et là, vous pouvez prendre l'or, et c'est ce qui se passe chez Almir Seroui, qu'on connaît, puisqu'il vient souvent en Suisse. Chez Almir Seroui, il a fait un projet de crédit carbone. Aujourd'hui, au début, il était valorisé comme un gardien de la forêt et payé pour ça, et tout était merveilleux. Ça a fait du bruit, les chercheurs d'or ont commencé à approcher. D'ailleurs, une partie de la communauté n'était pas contente parce que il s'est dit mais pourquoi lui, on le voit partout, pourquoi c'est pas nous aussi qui recevons l'argent? Il y avait des fantasmes, des gens sont venus dire mais il touche beaucoup plus d'argent que prévu, etc. Résultat des courses, division de la communauté. Aujourd'hui, certains ont ouvert à l'or, ils ont trouvé du diamant. Et la forêt a été extrêmement dégradée, et ils lui ont enlevé le label Projet RED, et donc ils ont coupé les vivres. Et donc maintenant, forêt foutue, plus d'argent, communauté divisée, et comme je l'ai dit, ils n'ont plus qu'à se baisser pour ramasser les morceaux. Oui, voilà la bête est très 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 intelligente. Hein. C'est une des phrases de votre film, Gert, qui m'a le plus touchée, c'est cette femme qui fait un témoignage terrible.
Et cette phrase, ça exprime quelque chose que j'ai toujours ressenti moi en tant que femme, en tant que mère. Je n'oserais pas tirer sur un enfant, sur un bébé, un enfant de fermier, et eux, ils osent tirer sur un enfant de 4 ans. C'est ça, toute la différence. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas, mais eux, ils peuvent tuer un enfant de 4 ans, ou bien faire ce genre de choses que vous nous racontez là maintenant. La bête est vraiment dangereuse. Hein. Un petit mot sur Valdélis, on l'a fait venir en France, après elle est venue au risque de sa vie, elle a quitté son village sous les balles, parce que les fermiers voulaient la tuer en fait, pour l'empêcher de sortir du village. Elle est arrivée en France, on a réussi à lui faire rencontrer quelques minutes Hollande. Son service de presse nous a sauté dessus en disant on ne veut pas que les photos sortent, on ne veut pas que les photos sortent, etc. On a déposé une plainte à la Cour pénale internationale. Quand elle est rentrée dans son village, elle a été menacée de toutes parts et depuis elle a été un peu débranchée. C'est très dangereux. Vous voyez la responsabilité qu'on a, nous. Donc je mets son témoignage là, je pense que c'est la... Voilà, il ne faut pas aller plus loin que ça. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point c'était dangereux aussi de faire venir ces gens-là. Parce que c'est facile, on le démontre. Son père s'est fait tuer en fait, d'un retour de voyage en Europe. Il s'est fait assassiner. C'est pas facile. Hein. Et cette femme a un courage extraordinaire. Donc voilà, c'est imprimé sur pellicule. Au moins, ils ne pourront pas enlever ça. Il me semblait que j'avais vu une main... Là. Bonsoir. Tout d'abord, merci, bravo pour votre travail, parce que je trouve qu'il retrace assez bien en fait l'opposition entre les victimes et bien sûr le pouvoir un peu pourri qui est face à nous. Moi en fait, si je voulais intervenir, c'est parce que tout à l'heure vous parliez des solutions. Je fais personnellement partie de plein d'associations, notamment pour la cause animale entre autres. Et en fait... Notamment, pardon ? Pour la cause animale. D'accord. Et donc c'est toujours la même chose, enfin il y a des victimes. En fait, je pense que le meilleur moyen aujourd'hui pour nous d'agir, que ce soit pour les animaux, que ce soit justement pour des populations, ça peut, par exemple, commencer aussi dans l'assiette, entre guillemets, dans le sens où il n'est pas forcément juste question de consommer local, il faudrait peut-être en fait tout simplement arrêter de donner de l'argent à des industriels qui finalement nous mentent, que ce soit à la télé ou n'importe où. Je pense qu'on est suffisamment aujourd'hui informés pour ne pas participer à ça tout court. Par exemple, dans votre film, j'ai vu que typiquement la culture du soja, moi je ne me rendais pas compte à ce point-là. Donc en tant que végétalienne, forcément ça me touche. Et après votre film, je vais complètement arrêter de consommer du soja dans la mesure du possible, mais parce que je trouve qu'aujourd'hui on prend les informations, on est révolté, on remet tout sur la faute de ceux qui ont le pouvoir. Or nous avons le pouvoir. Et même si effectivement on est une goutte dans l'océan, je pars du principe qu'on peut tous agir. J'ai eu l'occasion justement de parler à des populations du coup au cours d'événements, et il y a vraiment de tout, des personnes qui sont désarmées finalement, mais qui n'arrivent toujours pas à arrêter leurs habitudes, quelles qu'elles soient. Et je pense que personnellement, moi, mon aide pour l'Amazonie, ce serait d'arrêter tout simplement de consommer du soja ou l'huile de palme, c'était déjà fait, mais je pense qu'à notre échelle, et je vous dis, ça commence aussi dans l'assiette, si on ne peut pas arrêter EDF, c'était très bien ce que votre voisine a pris comme décision. Je pense qu'aujourd'hui, au lieu de dire mais comment on peut faire, faisons à notre échelle, mais vraiment s'engager. Oui, je sais pas quoi dire. Voilà, je suis assez révoltée aussi. Je pense que toutes les personnes qui sont ici ont des révoltes différentes, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un pouvoir qu'on sous-estime complètement. Alors, c'est effectivement renoncer à des privilèges, entre guillemets, qu'on nous a inculqués depuis l'enfance. Mais je pense que faire avancer les choses, c'est pas seulement montrer, c'est très très bien de montrer, mais c'est aussi d'agir et d'être en cohérence et de parler au maximum de gens de manière posée. Oui. Je voudrais juste dire une seconde parce qu'il y a des personnes qui sortent à propos d'alimentation. Oui. Dimanche 14h, il y a une conférence au centre événementiel avec le professeur Joyeux sur l'alimentation. D'accord. Professeur Joyeux. L'information. Oui, nous avons osé.
Merci pour votre prise de position. Vous allez vraiment très dans le détail. Et vraiment, cet engagement, c'est ce genre d'engagement qu'il faudra vraiment qu'il prenne de l'ampleur. Mais pour vous rassurer, vous pouvez trouver du soja français. Ça se cultive ici aussi. Mais il faudra ensuite voir de quelle manière. C'est toujours la même chose. Est-ce que c'est du soja biologique ou bien est-ce que c'est conventionnel? Et la viande aussi, il ne faut pas renoncer à manger de la viande si vous aimez la viande. Mais regardez si vous pouvez trouver de la viande agroforestière, de la viande de bétail en pâturage naturel. C'est une toute autre qualité et c'est des animaux qui n'ont pas été maintenus avec une alimentation qui vient d'un autre continent, dans des conditions incroyables, inimaginables pour les animaux. Inventable. C'est une viande qui est imprégnée de cette souffrance permanente, alors que des animaux épanouis, là c'est carrément autre chose. Donc, on pourrait en parler. Je viens de participer à la conférence sur dialogue avec l'animal, c'est magnifique. Ça ouvre des horizons. Je crois que c'est samedi, je ne sais plus à quelle heure, excusez-moi, Yolande Delabigne, qui est très engagée en ce moment justement sur la relation entre l'homme et l'animal. Yolande Delabigne est une grande journaliste qui a prouvé depuis très très longtemps son engagement. Et oui, mais maintenant c'est l'animal et l'homme. Et elle sera là, vous devez avoir ça sur les programmes, je crois que c'est demain vers 18h ou 18h30, elle va présenter le film sur Jane Goodall. Et donc vous pourrez partager avec Yolande Delabigne qui est très avancée dans le domaine de la cause animale. Et plus que de la cause animale, hein, c'est du lien qu'il y a entre l'homme et l'animal. Mais de manière générale, tout est lié. L'environnement, comme vous l'avez très bien montré dans votre film, voilà, à partir du moment où, moi je suis désolée de le dire, mais on est obligé au bout d'un moment d'arrêter. Il ne s'agit, enfin, bien sûr, chacun son rythme, etc. Mais c'est comme si on disait aux indigènes d'attendre. Oh ben on va moins réduire votre territoire petit à petit. Ou voilà, il y a un moment donné où oui, ça paraît radical ce que je dis, mais je pense que vu l'urgence de la situation, il y a un moment donné où il faut aussi qu'on prenne un petit peu nos responsabilités. Alors après, c'est pas, je suis pas en train de militer ou quoi, mais je pense que c'est important aussi de se le dire entre nous, de dire oui, la faute, elle est effectivement du côté des industriels. Elle est effectivement du côté des industriels, mais on y participe aussi. On participe à la destruction de cette terre d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a après, c'est dans notre quotidien, encore une fois. Donc, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre travail. Vraiment beau film. Merci, merci beaucoup. Je voudrais signaler à tout le monde qu'il est minuit passé, et genre minuit 5 ou quelque chose comme ça. Et je pense que l'équipe technique serait assez ravie si on pouvait les merci. libérer. Je peux dire un petit mot de conclusion. Oui, et Ernst aussi. Oui. Bon, déjà merci d'avoir assisté à ce film-là, et je peux vous dire qu'on peut continuer aussi l'aventure ensemble. Planetamazon.org. Excusez-moi, ça fait un peu pub comme ça, mais c'est important. Parce qu'on est aussi un mouvement, on est un mouvement qui n'existe que grâce à vous, que grâce aux gens qu'on rencontre comme ça. C'est l'Alliance. Planète Amazon, c'est Planète Amazon, et l'Alliance, on fait partie de l'Alliance Planète Amazon, comme d'autres mouvements peuvent rejoindre aussi l'Alliance. L'Alliance est ouverte à la fois au mouvement, aussi aux individus de bonne volonté, etc. Et donc tout le monde tout le monde peut rejoindre l'Alliance aussi. Il faut d'abord être d'accord avec les valeurs qui sont dans la fameuse déclaration. Mais surtout, c'est très important de nous suivre, de relayer les informations qu'on diffuse. Et on est appuyé depuis 7 ans, comme ça. Planète Amazon n'a que 7 ans. On a fait des choses déjà qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont quand même qui ont le mérite de faire qu'on est encore là et qu'on peut faire des œuvres de conscientisation comme celle-ci. Donc merci à tous d'avoir regardé ce film, en tout cas. Merci beaucoup. Et j'avoue que c'est la démarche du Festival Atmosphère, qu'on a créé avec Pascal Signolet il y a très longtemps. On s'est donné du mal il y a longtemps, mais c'était exactement dans ce sens-là. Bon ben voilà. Mais Pascal est un ami, on dialogue. Il faut qu'on en parle. Absolument, on dialogue beaucoup, j'adore Pascal. Et voilà, je suis ravi que ce festival existe. Ernst Zecker, un petit mot de conclusion. C'est un plaisir de vous avoir. En plus, on vous a gardé pour 2 films différents aujourd'hui. J'espère que visiblement, vous avez passé un bon moment avec nous. Absolument, merci beaucoup pour ces échanges, mais merci aussi pour ton travail, pour ce travail magnifique. Planète Amazon,
c'est comme ça qu'on va avancer dans une bonne direction, c'est superbe. Merci. Et un petit mot par rapport à tout ce qu'on a vu à la fois la forêt. Alors, pensons à nos enfants. La première des choses à faire demain, c'est aller avec des enfants vers les arbres, vers les forêts. Reconnecter avec la nature, c'est rien de plus essentiel que ça. Et juste. En Suisse ou en France. Mais ça va avec. Ça va avec. Si on va voir les arbres et si on va voir la nature, on se retrouve dans la pensée positive. Et les enfants sont, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais les enfants sont incroyables. Ils sont, mais alors impitoyables. Il n'y a pas de compromis possible pour les enfants. Non, il faut sauver la nature, il faut sauver tout ça. C'est pour ça qu'on ne les fait plus rentrer dans les sommets de l'ONU. Depuis Sever Suzuki, ils ont pris peur. Chers amis, chers tous, chères toutes, à bientôt, à demain. Le programme est magnifique.